Je pense qu'il est naturel à tout un chacun de se poser certaines questions dans la vie, à certains moments, certaines étapes, à certains stages, à certains niveaux. Ouais, certains niveaux. Et des questions existentielles, comme certains les qualifient. Des questions sur notre rapport à la société, notre rapport au monde, notre impact parfois il est naturel aussi d'arriver à des conclusions telles que bah c'est pour rien, tu vois, ça sert à rien on n'est pas très utile ou très impactant parce que naturellement dans le grand cosmos, dans l'univers, on est insignifiant, on est que comme des grains de sable. Je commence par ça parce que ce sont des questions que je me pose évidemment, mais je pense que et c'est une réponse à laquelle je suis arrivé depuis un moment, c'est on se prend la tête, tu vois, on se prend la tête pour beaucoup de choses. Et on se prend tellement la tête parce que on a un impact dans le monde dans lequel on vit. Et on peut avoir un impact bien si important si on le souhaite. On peut le faire parce que on a des exemples, il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui continuent à le faire, même à notre époque. Et je pense que parmi les personnes les plus impactantes de notre temps sont les gens de la tech, les scientifiques. Je pense que c'est eux qui ont l'impact le plus significatif sur nous. Les innovations sont incroyables. Quand tu penses, le monde a tellement changé. Personnellement, j'ai pas autant d'années que ça, mais le monde a tellement changé de par mon existence. Et c'est fou parce que il y a un boom incroyable qui est en train de se faire, il y a des choses très intéressantes. Donc je pense que ce sont des personnes, et quand tu t'éduques un peu sur leur cas, tu te penches un peu sur leur manière de penser et tout, tu réalises que ce sont en gros juste des personnes qui ont eu des idées, qui les ont appliquées, qui se sont donné les moyens de les appliquer et qui ont eu peut-être de la chance, je sais pas, mais qui se sont vraiment donné les moyens et qui ont réussi. Et au final, ils sont allés au bout de leurs idées, tout simplement. C'est le terme que je cherchais. Et à la fin, ils ont développé ils ont vu de nouvelles opportunités parce que c'est tout un processus, c'est tout un procédé. Et ouais, donc parmi ces gens de la tech, il y a les gens de la Silicon Valley. J'en parle parce que il y a pas si longtemps, j'avais un peu les pensées que les questions que je mentionnais tout au début. Et j'avais aussi regardé un documentaire sur ces gars-là. Ça parle un peu de l'histoire de cette zone qui est la Silicon Valley, de ses membres les plus influents, impactants au fil des années. Pourquoi il y a tout on va dire un peu ce culte un peu vite fait, tu vois, et pourquoi c'est son environnement qui fascine autant, tu vois. Et donc ouais, c'était un peu frais dans ma tête et du coup j'avais un peu fait la corrélation et vu que je m'éduquais aussi un peu sur le sujet, j'ai retenu trois leçons clés que je me suis dit je vais partager. C'est la saison de partage, on est généreux et que je vais partager un peu parce que ces trois leçons clés qui peuvent paraître assez évidentes mais il l'explique bien, il le démontre bien et en tout cas de la manière dont je les comprends, je vais essayer de bien le transcrire. La leçon numéro 1, c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe. Et en vrai, c'est un peu tous les bails clichés quand on parle de travail d'équipe. C'est tous les trucs redondants qui peuvent venir en tête quand on mentionne cela, tu vois. Il faut le garder vraiment, comment dire, efficace, voilà. Il faut le garder vraiment efficace, c'est-à-dire trouver la formule adéquate pour l'équipe. Ne pas chercher à trouver la meilleure formule au monde, non, chercher la formule adéquate pour l'équipe qui s'applique aux caractéristiques de chaque membre. C'est-à-dire, par exemple, tu as peut-être été dans une équipe, allez, je sais pas, dans le passé, qui a peut-être bien marché, et du coup, tu as déjà cette formule gagnante
que tu veux réappliquer en étant dans une nouvelle et une équipe travaillant avec un nouveau groupe de gens. Mais ces personnes sont peut-être différentes que les personnes que tu as côtoyées dans le passé. Donc du coup, c'est pas forcément la méthode. Donc faut vraiment avoir une compréhension des gens qui t'entourent et trouver la formule adéquate par rapport à cela. Et il y a une interview un peu récente de Steve Jobs. En, J'oublie un peu la référence, mais en tout cas, je vais mettre le clip où il parle un peu de ça, du travail d'équipe au niveau de Apple et il insiste vraiment sur ce point. On se retrouve pendant 3 heures, une fois par semaine, et on parle de tout le business. Il y a un travail d'équipe prodigieux au sommet de la compagnie qui se ressent tout en bas. Le travail d'équipe consiste à faire confiance aux autres sans être sur leur dos tout le temps. Cela fait partie de ce que nous faisons vraiment bien. Nous savons comment diviser les tâches parmi ces équipes incroyables que nous avons pour la conception d'un produit. Touch bases frequently and bring it all together into a product. We do that really well. Si tu veux travailler avec des gens incroyables, tu dois leur laisser une certaine liberté. Être guidé par des idées et non de la hiérarchie. Les meilleures idées doivent diriger, sinon les meilleurs s'en vont. Et ouais, pour continuer sur cet élan, le travail d'équipe, un élément clé, c'est la confiance. La confiance est clé parce que elle ne se la donne pas comme ça. Elle vient parce que tu as des preuves un peu. Tu vois un peu ce que je veux te dire. C'est-à-dire, tu sais que les gens autour de toi sont capables. Que les gens autour de toi, ils savent ce qu'ils font. Ils ont les skills et tout. Donc, tu peux facilement les faire confiance. Tu sais que je vais faire ma part. Ils vont faire la leur. Tout est carré, tranquille et tout, tu vois. Et parce que tu comprends cela, tu développes cette confiance-là que bon, ok, tout le monde peut avoir la solution. Si dans le cas d'un problème ou bien dans le cas de la formule un peu, tout le monde peut venir, tout le monde peut venir avec, tout le monde peut la concocter. C'est-à-dire, il n'y a pas que toi qui maîtrise un peu le sujet pour manque de mots meilleurs. Ça, c'est un facteur très capital à retenir dans le cas de désaccord parce que en étant entouré des gens, tu auras forcément des désaccords et tout. Il y a un exemple qui me vient en tête, celui des fondeurs de Google, Larry Page et Sergey Brin. Une interview d'un peu d'une dizaine d'années, un peu plus, avec Monsieur Khosla. Et dedans, ils parlent un peu de ça. Je crois qu'il y a un membre un peu de l'audience qui les avait posé une question s'ils ont des désaccords. Ils ont dit oui. Et en gros, j'essaie de résumer, ils ont dit oui, on a des désaccords, mais quand on a des désaccords, c'est une preuve que le travail n'est pas fini. Parce que quand le travail est fini, il est évident. Tu vois, je trouvais ça assez limpide. Durant les 15 dernières années, avez-vous eu des désaccords sur un sujet et comment vous le résolvez? Where do I start? I think if you Quand tu connais quelqu'un pendant tant d'années et que vous êtes tous les deux dédiés à la même cause, vous ne vous agitez pas quand cela se passe. Et je dirais que dans notre cas, nous pensons assez similairement, ce qui est assez rare. Et vu que c'est le cas, les décisions sont généralement claires. Du coup, si nous sommes en désaccord, c'est que nous ne sommes pas sûrs sur ce qui doit être fait. Donc ouais, je pense que je peux faire le tour pour le travail d'équipe. Deuxième élément clé, comprendre le jeu. J'ai pas vraiment trouvé de meilleur titre. Et par comprendre le jeu, je veux dire comprendre la société et l'environnement dans lequel tu évolues, comprendre les causes et les causes et les effets, tu vois, voir les corrélations un peu, comprendre ce qui se passe, tu vois, ne sois pas perdu, tu vois, comprendre le jeu. Premier truc, les cycles, tu vois, les cycles ils se répètent toujours, que ce soit dans nos vies personnelles ou bien dans l'histoire générale et tout, les paix, les guerres, machin, tu vois, c'est des cycles. Il y a des cycles partout, tu vois, je vais pas énumérer des centaines d'exemples, mais tu peux te
poser, même dans ta vie personnelle, tu remarqueras que il y a des cycles qui se répètent. Faut analyser tout cela et les comprendre, tu vois. Et pour illustrer cela, je vais prendre un autre clip de la même interview que j'ai mentionné plus tôt, pas avec les fondeurs de Google, sur la peur un peu de l'IA et qu'elle pourra nous remplacer et tout, parce que c'est un sujet chaud du moment, mais ça l'était déjà il y a 10 ans et même bien avant. Et voilà un peu ce qu'ils avaient à dire. But I do think that, yeah, I mean, a lot of the Beaucoup de things choses that que les people hommes font do ont été remplacées par have les been over machines the au past cours des century 100 dernières replaced by années. machines and will continue to be. 90% du monde était agriculteur. C'est déjà passé auparavant. En effet, la grosse majorité des emplois aux États-Unis est passée de l'agriculture à un besoin d'à peine 2% des années 1900 à 2000. Et je vois les prémices de cela se répéter à un taux rapide au cours des 10, 15, 20 prochaines années. Je crois fermement que nous devrons vivre une période d'abondance. Quand tu penses vraiment à ce dont tu as besoin pour être heureux, une maison, de la sécurité financière, des opportunités pour tes enfants, quand tu t'y penches vraiment, ce n'est pas très difficile de se procurer ces choses. La quantité de ressources, de travail et d'efforts qui est demandée pour se procurer ces choses, ce n'est pas énorme. Du coup, l'idée que tout le monde doit travailler d'arrache-pied pour subvenir à ses besoins n'est juste pas vrai. De plus, je pense également qu'il y a un problème social que nous ne reconnaissons pas forcément. Beaucoup de personnes sont malheureuses si elles n'ont rien à faire. Du coup, nous devons toujours leur trouver quelque chose à faire. On a besoin de se sentir désiré, productif, utile. Quand tu mélanges cela à nos besoins primordiaux, ils ne correspondent pas forcément. C'est pour cela que nous faisons ces choses dont nous n'avons forcément pas besoin de faire, comme détruire l'environnement. Je ne crois pas que dans le court terme, la demande de main-d'œuvre ouvrière va totalement disparaître. Je pense qu'elle se déplace d'un secteur à l'autre parce qu'on a toujours besoin d'être diverti, on a toujours besoin de quelque chose de nouveau. Aussi, je pense que le système est assez imparfait pour qu'il y ait correspondance entre nos désirs et besoins. Aussi, il y a des arguments économiques qui peuvent me donner tort. Personne ne connaît vraiment la bonne réponse. Ouais, donc comprends les cycles, comprends l'environnement. Et par l'environnement, c'est là où tu es, ce à quoi tu as accès, ce que tu peux faire, ce que les gens sont prêts à accepter, ce dont les gens, on va y arriver, ce dont les gens ont besoin, parce que les gens n'ont pas besoin des mêmes choses dépendant des endroits et tout. Donc, comprends un peu cela, aussi la manière de penser des gens. Tu seras un peu moins surpris, je dirais, ou bien tu pourras un peu moins trip quand il y aura des réactions qui te seront pas favorables. Peut-être tu feras des changements positifs dans ta vie. C'est pas être trop cliché, mais tu vois la photo. Et pour illustrer ça, il y a un exemple d'une dame qui s'appelle Pamela Slim. Elle a un peu travaillé dans ce même milieu de la Silicon Valley pendant quelques années. Je crois elle est speaker maintenant, elle donne des lectures et tout, et des conférences. Et ouais, donc elle disait un truc très important là-dessus, je vais jouer l'exemple maintenant. Parfois, quand les gens commencent à poursuivre ce qui les intéresse vraiment, certaines de leurs relations personnelles changent. Mariage et amitié se terminent parce que ces personnes ne sont pas en alignement avec la nouvelle direction que vous prenez. Donc une fois que tu comprends les cycles, tu comprends ton environnement, cela va te permettre d'être un peu plus patient et de voir le panorama, je cherche le bon terme, de voir le long terme, voilà. On a tous des situations différentes, bien sûr, on vit tous des vies différentes, mais dans plusieurs cas, je pense que dans nos vies, on a quand même été au moins une fois confronté à des situations où quand on y repense, on se dit « Ah, mais en fait, je me suis précipité, si je m'étais pas précipité, j'aurais pu capitaliser mieux et tout. » Et ça te paraît tellement évident parce que tu as une meilleure compréhension du jeu. Un bon exemple,
C'est une interview assez récente de l'actuel CEO de Google, Sundar Pichai, dans un podcast qui s'appelle The Decoder Podcast. Il parlait du futur de l'IA. Je joue un exemple qui, je pense, illustre bien le point. Penses-tu qu'en 2004, si tu t'étais penché sur Gmail, qui n'était qu'un service de mail électronique, on aurait pu en arriver à tout un espace de travail qui a pénétré le monde de l'entreprise avec ses différents services, comme Google Cloud aussi, qui aujourd'hui vaut des dizaines de milliards de dollars. Mon point est que les choses se construisent avec le temps. Pense à notre parcours avec Waymo. Je pense que l'une des erreurs que les gens font en période de rapide innovation, c'est qu'ils se demandent quel est le prochain gros business, au lieu de se demander est-ce que je suis capable de développer quelque chose que les gens vont aimer et utiliser. Et de là, tu développes de nouvelles idées en créant de la valeur sur la première. J'aime toujours rappeler que quand l'Internet a commencé, Google n'existait même pas. Je pense que l'IA sera plus grand que l'Internet. Du coup, il y a des compagnies, des produits et des catégories qui seront nouvellement créées dont nous ne soupçonnons même pas l'idée aujourd'hui. Et je pense que le futur a l'air très excitant et qu'il y a multiples possibilités d'innover avec ce changement de plateforme. C'est toujours des étapes pour comprendre le jeu, tu vois. Tu comprends les cycles, tu comprends que c'est des cycles, tu analyses ton environnement, tu le comprends. Tu as une vision un peu plus long terme. Ça va te permettre de voir de meilleures opportunités. Et en voyant des opportunités, ça va te donner un but à suivre, un but à atteindre et un truc à chercher, tu vois. Parce que tu vas voir qu'il y a des choses à aller prendre, il y a des choses qui sont juste là, donc il faut faire un petit effort pour aller les chercher, tu vois. Donc ça va te donner une sorte de motivation. Et un exemple de Steve Jobs dans des interviews de The Santa Clara Valley Historical Association en 1994. Donc ils ont un peu des archives, des interviews de personnes influentes de la Silicon Valley et tout. Et dans l'une des interviews de Steve Jobs, il mentionnait un peu ce point. Quand tu réalises un certain fait, qui est que tout ce qui est autour de toi, que tu appelles la vie, a été conçu par quelqu'un qui n'est pas plus intelligent que toi, et que tu peux changer, influencer cela, créer tes propres choses que d'autres personnes peuvent utiliser, le moment où tu comprends que tu peux toucher la vie et quelque chose va en sortir, que tu peux la modeler, cela est peut-être la chose la plus importante. Une fois que tu as fait tout cela, tu vois, toujours dans la compréhension du jeu, t'es maintenant dans le jeu, on va dire. La chose à laquelle tu dois te dédier, c'est de t'adapter au changement. Parce que c'est des cycles au final, avec des différents facteurs, bien sûr. De savoir t'adapter, de savoir comment contribuer à ces changements-là, tout simplement. Donc, un bon exemple de la dame que j'ai mentionnée plus tôt, Madame Pamela Slim, qui parlait de l'importance d'accepter les changements dans le monde. Et parce qu'à la fin, c'est ce que c'est, tu vois. Le monde du travail n'aura plus la même stabilité que nous avons pu observer dans les décennies précédentes. Je ne pense pas que c'est mauvais. Il faut accepter que cela est fini. Il n'y a rien de mauvais de travailler en corporation. C'est juste que nous sommes nos propres employés, même quand nous travaillons pour quelqu'un, parce qu'aucun employement n'est garanti. Peu importe ce que tu fais et avec qui tu travailles, la différence est dans les modes de travail. Plus tu penses comme ça, plus tu développeras des skills et une activité secondaire en backup, une idée que tu aimerais tester. Ma philosophie de vie personnelle peut se traduire comme cela, c'est de profiter de ma vie pendant que je la vis. Cela peut sembler basique, mais je le prends très sérieusement. Toutes mes décisions de vie sont guidées par cette philosophie. Ce que je fais, avec qui je le fais. Si je décide de faire quelque chose, je dois le faire à fond. Je veux profiter à fond de l'expérience. Je ne veux pas être présente à moitié, être là et être ennuyée
aller faire quelque chose d'autre, comme regarder mon iPhone, ignorer tout autour de moi. Ce n'est pas qui je suis. J'aimerais profiter à fond, surtout si nous avons une connexion. Ok, donc je pense que j'ai un peu fait le tour dans ce que j'appelle la compréhension du jeu. Et le dernier point que je dirais, j'ai retenu de ces gens-là, c'est fais quelque chose. Tout simplement. Fais quelque chose et garde cette chose intéressante, excitante, attrayante. Parce qu'il y a des choses à faire. Pour essayer d'expliquer, je dirais, par rapport au monde dans lequel nous vivons. Nous pouvons faire quelque chose par rapport à cela. On peut pas faire des choses inhumaines, genre j'aime bien l'exemple de se dire on peut pas voler par exemple comme des oiseaux en secouant nos bras. On peut pas le faire. Mais par contre, on peut décider de s'affranchir des codes de la société si on le souhaite. Personne ne va nous arrêter. Des gens vont peut-être nous regarder de manière bizarre, on aura peut-être des jugements, mais en vrai, si on veut, on peut le faire. Donc, on peut faire en vrai tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on est dans la capacité de faire. Et faut comprendre le jeu pour savoir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a un peu, tu vois, pour essayer de le dire. Et avoir un goal, un objet de motivation, et si tu n'en as pas, tu dois juste le développer. Ça revient un peu à ce que je disais plus tôt. Tu dois juste le développer parce qu'il y a des gens qui naturellement ils vont se dire ils n'ont pas trop de passion, ils n'ont pas trop de motivation dans la vie, ils ont pas... C'est naturel peut-être, tu vois. Une chose qui est sûre, c'est que tu peux créer quelque chose. Si tu décides de te dédier à quelque chose, genre tu décides de le faire et tu investis du temps, tu mets de l'effort, de l'attention là-dedans, tu verras une certaine valeur d'une manière ou d'une autre. Tu peux partir, je prends un exemple, tu peux partir chez quelqu'un, tu vas avoir des plantes ou des livres et tu vas essayer de les toucher. La personne va dire ah non, ne touche pas et tout, j'aime pas quand on touche. Tu vas pas trop comprendre, tu vas te dire que c'est voilà. Mais la personne y tient parce que la personne met une attention particulière là-dessus. C'est vraiment un exemple bateau, mais ça s'applique à quasiment tout, je crois. Donc, c'est un moyen de se développer une motivation, je crois, juste s'investir dans quelque chose, même si ça ne nous paraît pas évident, mais juste le faire. Un bon exemple dans l'interview fondeurs de Google, dont j'ai joué un exemple plus tôt, il parlait au tout début de cette interview, il parlait des débuts de Google et du fait que Google aurait pu être vendu plus tôt. Et il disait qu'ils ont vraiment considéré le faire vendre l'entreprise et tout. Mais au final, ils l'ont pas fait parce que les compagnies qui voulaient l'acquérir, ils voyaient un peu plus le court terme un peu. Ils voyaient que c'était un truc un peu à la mode et tout. Ils pouvaient se faire une plus-value là-dessus. Mais eux, en ayant créé la chose, ils se disaient ok, on peut vendre parce qu'on n'a peut-être pas les moyens d'emmener la chose où on veut qu'elle soit, mais on voit jusqu'où ça peut aller, tu vois. Et du coup, ils n'ont pas vendu pour ça. Donc, je vais jouer l'exemple maintenant. Il était très difficile pour moi de convaincre l'équipe directionnelle d'acquérir Google. Je pense qu'ils avaient une difficulté à mettre 350 millions alors que nous, on ne voulait pas changer notre chiffre. Oh, c'est vrai. Je commence là pour une raison particulière. Il y a plusieurs cas où les choses auraient pu aller de manière différente. Et dans ce cas précis, je suis content qu'ils ne vous aient pas acquis, car le monde aurait été un endroit très différent. En y repensant, je me dis, ça aurait été très triste si Larry et Sergey avaient effectivement vendu la compagnie et qu'ils n'auraient pas poursuivi la vision qu'ils avaient et changé le monde de la manière dont ils l'ont fait. C'est effectivement une histoire très intéressante parce que la véritable raison pour laquelle nous n'avons pas vendu n'est pas forcément l'argent. Le montant proposé était très honorable, mais ayant parlé à toutes les compagnies de recherche à l'époque, et elles n'étaient pas vraiment intéressées en ce que nous faisions.
Et du coup, une compagnie n'est rien sans ses membres. Pourquoi devrions-nous travailler pour ces gens qui n'ont pas confiance en ce que nous faisons? Ça ne débouchera sur rien de bon. Au final, je pense que nous n'avons pas vendu pour cette raison, juste parce qu'ils n'étaient pas très intéressés en ce que nous faisions. Également, je pense que c'est pour cette raison qu'ils avaient du mal à compléter la somme demandée, qui, je suppose, était beaucoup d'argent. Mais pour moi, la recherche a toujours été le plus important. Et pour moi, j'ai toujours été guidé par l'opportunité de faire quelque chose d'intéressant dans ce domaine. Et il ne semblait pas que ça devait se passer dans ces organisations. Take over, how rational they get, focus on short-term revenue and lose the long-term vision. Et ouais, juste fais quelque chose, garde ça excitant, parce que quand tu gardes ça excitant, ça te rend proactif, ça te rend productif, ça te motive, ça te pousse. C'est même autour de toi et tout, tu te sens un peu demandé, utile et tout, tu vois, et ce sont des besoins naturels. Pour faire quoi? Reste créatif. Je dirais, c'est l'un des derniers points. Reste créatif parce que c'est là où tout se passe. Nous sommes des créatures et nous sommes faits pour créer. On crée tout le temps. Même des gens qui savent pas qui créent, ils créent. Tu vois, tout ce que tu fais, tu crées. Tu fais un repas, tu crées. C'est ta création, tu vois. Tu envoies un texto, c'est ta création. On peut vraiment créer aussi loin que nos capacités nous permettent de le faire. Donc, je pense que ça permettra de rendre un peu la chose excitante. Et la dame dont j'ai joué l'exemple plus tôt mentionne bien ce fait, Pamela Slim. Pour moi, ce qui se passe quand tu commences à te concentrer aux choses qui t'intéressent vraiment, c'est que tu t'investis réellement dans le sentier de la création. Pour moi, créer, c'est là où toutes les choses intéressantes se passent. C'est là où tu apprends, grandis, te revitalises. Plus tôt dans ma présentation, j'ai parlé de la valeur de la mort. Tu peux avoir une idée, mais dès qu'il s'agit de faire le premier pas, tu paniques. Mais dès que tu commences par créer quelque chose, c'est là où toute la magie se passe. La dernière fois, je regardais CNN, une interview de Piers Morgan avec LL Cool J. During the elections, and we're all like yelling at each other online and, you know, being unpleasant as we tend to do recently for some reason. And so à un moment, Pierce l'a demandé comment pouvons-nous préserver la grandeur de l'Amérique. When I think of people who I want to give advice on the future of the company, LL Cool J comes I knew immediately it. See, to that's mind. why. Yeah. I knew that. Exactly. Well, you'd be surprised. He's a smart guy. And he said, Et il dit, you know, first of all, d'abord, America's l'Amérique est always toujours great, you know, grande, as is the rest tout of the comme le world. reste du monde. But what we need is we need to be Ce dont nous avons creative. besoin, For the c'est kids que that have nous way too devons much money in créer. the Hamptons that are Pour just les running gamins around qui ont causing beaucoup de havoc, moyens en leur right? possession They et need qui to ne savent create pas trop something. quoi They en need to have faire something to avec, create. ils For doivent kids créer that are in quelque the chose. neighborhoods where they don't Pour have ceux des anything to quartiers do, défavorisés they qui need to n'en ont create pas something. et qui ne savent And pas I trop thought, quoi faire, in my ils doivent experience running également a créer martial art quelque chose. organization, working with a lot Et of je me kids suis who dit, came from travaillons rough avec des situations, enfants venant parents in jail, d'environnements très members of difficiles, de la gangs, pauvreté really, extrême, really des parents en rough poverty prison, youth. des gangs, What de la got violence them quotidienne. over that valley of death Ce qui into les a a fait really sortir de cette positive valeur de la direction? mort, And I'm proud to c'est say tout simplement le all of fait the de kids we créer. initially worked with graduated from high school, which was not at all the norm, right, for kids in their situation, was creating something, was being excited by the art of capoeira, seeing what their bodies could do, working with other people, you know, feeling the music and creating and doing something. Pour finir, tout simplement, fais le pas. Ouais, fais le pas. Fais le pas. Demande. Il y a beaucoup des opportunités qu'on a manquées parce qu'on n'a pas demandé. Parfois, tu te dis, ah ouais, mais j'ai pas demandé. Voilà, tu vois, on m'a pas vu. J'ai essayé de me faire voir, on m'a pas vu. Mais t'as juste pas demandé, tu vois. Donc, fais quelque chose, tu vois. Fais quelque chose. Je finirai avec un extrait de Steve Jobs encore, dans les archives de Santa Clara. Je pense que c'est une bonne fin. La majorité des personnes n'ont pas accès à certaines expériences parce qu'elles ne demandent jamais. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne voulait pas m'aider si je leur ai demandé de l'aide. Ça remonte, mais j'avais appelé Bill Hewlett quand j'avais 12 ans. Son numéro était dans l'annuaire.
Et il avait répondu lui-même. Je lui avais dit, je suis Steve Jobs, j'ai 12 ans, je suis au lycée, j'ai envie de construire en fréquence mètre et je me demandais si vous aviez quelques pièces de rechange que je pourrais utiliser. Et il a rigolé, on a un peu discuté. Non seulement il m'avait donné les pièces que je l'avais demandé, mais il m'a également donné un job cet été. Et j'étais au paradis. La majorité des personnes ne passent jamais des appels, la majorité des personnes ne demandent jamais de l'aide. Et parfois, c'est ce qui différencie les personnes qui font les choses et celles qui rêvent de les faire. Tu dois être disposé à demander, à échouer, à t'écraser, à te brûler. Si tu as peur d'échouer, tu n'iras pas très loin.